Associé Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, le dynamiteur d'idoles et prophète de l'Übermensch, à l'univers apparemment pragmatique et calculateur du libre marché peut sembler, à première vue, une hérésie intellectuelle ou, au mieux, une provocation superficielle. Après tout, qu'aurait le penseur de la volonté de puissance, critique féroce des masses et de la moralité grégaire, à voir avec la dynamique de l'offre et de la demande, avec l'éthique de l'entrepreneuriat et la quête incessante de profit et d'innovation qui caractérise le capitalisme libéral? Des narrations dominantes, tant à gauche que, parfois, à droite du spectre politico-idéologique, ont eu tendance à isoler Nietzsche dans sa tour d'ivoire philosophique ou, alternativement, à le récupérer pour des agendas qui dénaturent la radicalité de sa pensée. Des collectivismes de diverses obédiences le dépeignent souvent comme un élitiste dangereux, un précurseur d'idéologie totalitaire, ignorant sa critique implacable de l'État et de toute forme de nivellement qui étouffe la puissance créatrice individuelle. D'un autre côté, certaines appropriations libertariennes ou néolibérales peuvent simplifier sa philosophie, réduisant la volonté de puissance à un simple désir d'accumulation ou de domination économique, la vidant de sa complexité existentielle et de son emphase sur le dépassement de soi et la création de valeur. Mais si cette séparation étanche était, en elle-même, un voile qui recouvre des connexions plus profondes et troublantes, et si l'éthique sous-jacente à l'esprit entrepreneurial le plus radical, celui qui non seulement participe au marché, mais le façonne et le révolutionne, trouvait des échos surprenants dans la philosophie nietzschéenne de l'affirmation de la vie, du dépassement des limites et de l'imposition créative de la volonté sur le chaos de l'existence. Dévoiler ces parallèles ne signifie pas endosser acritiquement aucune des sphères, mais plutôt entreprendre une fouille archéologique dans les fondations des deux, révélant des mécanismes occultes et défiant les interprétations qui cherchent à domestiquer tant Nietzsche que la force disruptive du marché. Serions-nous disposés à confronter la possibilité que l'impulsion qui pousse un entrepreneur à tout risquer pour une vision, à défier le statu quo et à redéfinir les règles du jeu, partage une parenté inconfortable avec la volonté de puissance que Nietzsche a identifiée comme le moteur fondamental de toute existence? Cette investigation se propose d'explorer précisément ces secrets interdits, plongeant dans les eaux troubles où philosophie et économie se rencontrent, non pour offrir des réponses faciles, mais pour multiplier les questions et déstabiliser les certitudes. Nous questionnerons comment la critique nietzschéenne de la moralité du troupeau peut éclairer la tension entre l'innovation individualiste et les pressions conformistes du marché et de la société. Nous investiguerons si l'archétype de l'entrepreneur visionnaire, l'innovateur schumpéterien, ne serait pas une manifestation sécularisée, peut-être inconsciente, de l'aspiration à l'Übermensch, le créateur de nouvelles valeurs, le législateur du futur. Nous analyserons comment la dynamique de la destruction créatrice, concept central pour des économistes comme Joseph Schumpeter, reflète la vision nietzschéenne de la vie comme un cycle incessant de création et d'anéantissement, où le nouveau n'émerge que sur les ruines de l'ancien. Ce faisant, nous chercherons à aller au-delà des caricatures, défiant la narration qui oppose radicalement le philosophe allemand à l'étau capitaliste et, simultanément, questionnant l'autosatisfaction d'un marché qui masque fréquemment ses propres dynamiques de pouvoir sous le voile de la main invisible ou de l'ordre spontané. Le voyage sera long et exigera la disposition de suspendre les jugements hâtifs, de confronter des idées inconfortables et de reconnaître que les forces qui façonnent notre monde sont beaucoup plus complexes et ambiguës que nous aimerions l'admettre. L'objectif n'est pas de forcer une identité, mais d'explorer des résonances, des dissonances et, surtout, les implications de penser Nietzsche à travers le marché et le marché à travers Nietzsche, dans une tentative de comprendre plus profondément les racines de la modernité et les défis existentiels qu'elle nous pose. Les racines historiques de cette tension et de cette convergence possible sont plus profondes qu'il n'y paraît. Nietzsche écrit dans une Allemagne en pleine ébullition industrielle et unification nationale, un creuset de transformation sociale, économique et culturelle qui pulvérisait les anciennes certitudes. Il est témoin de l'ascension de la bourgeoisie, de la massification de la société, du déclin de l'aristocratie traditionnelle et de l'émergence de nouvelles formes de pouvoir et de valeur. Sa philosophie est, dans une large mesure, une réponse à cette crise des valeurs, au Dieu est mort qu'il diagnostique non comme un événement isolé, mais comme le symptôme d'un épuisement de la métaphysique et de la moralité judéo-chrétienne qui avait soutenu l'Occident pendant des siècles. Dans ce vide, il voit émerger le dernier homme, l'individu conformiste, chercheur de confort et de sécurité, réfractaire au risque et à la grandeur, produit d'une moralité qu'il associe au ressenti, aux faibles qui ont triomphé des forts en imposant leurs valeurs de compassion, d'égalité et d'utilitarisme. En opposition, il évoque la figure de l'Übermensch, non comme une race supérieure, mais comme un type humain capable de créer ses propres valeurs, d'affirmer la vie dans sa totalité tragique et d'exercer sa volonté de puissance de manière créative et législatrice. Parallèlement, le 19e siècle voit la consolidation de la pensée libérale classique et le développement de l'économie de marché comme force dominante. Des figures comme Adam Smith, bien qu'antérieures à Nietzsche, avaient déjà jeté les bases d'une éthique où l'intérêt personnel, canalisé par le mécanisme du marché, pouvait générer une prospérité collective. Cependant, l'interprétation de la main invisible smithienne ignore souvent le cadre moral et institutionnel complexe que Smith considérait essentiel. Le capitalisme industriel que Nietzsche observe est bien plus sauvage, marqué par une compétition féroce,
par l'ascension de capitaines d'industrie qui accumulent pouvoir et fortune à une échelle inédite et par une dynamique d'innovation et de destruction qui redessine paysage et société. C'est dans ce contexte que la volonté de puissance nietzschéenne, entendue non seulement comme désir de dominer les autres, mais fondamentalement comme impulsion de croissance, de dépassement, de création et d'imposition de formes sur le chaos, peut trouver un terrain fertile pour l'analyse. L'entrepreneur qui risque, qui innove, qui défie les conventions et qui, ce faisant, accumule du pouvoir et transforme le monde à son image, n'exercerait-il pas, à sa manière, une forme de volonté de puissance? Ne ferait-il pas écho, dans sa quête de se différencier, de créer quelque chose de nouveau, de laisser sa marque, au mépris nietzschéen de la médiocrité et du conformisme du troupeau? L'évolution ultérieure du capitalisme, avec l'émergence de figures comme Henry Ford, Steve Jobs ou Elon Musk, ou des individus qui ne se contentent pas de gérer des entreprises, mais imposent des visions du monde et transforment radicalement des secteurs entiers, semblent intensifier cette résonance. Ils sont souvent décrits en termes presque surhumains, comme des visionnaires, des disrupteurs, des génies indomptables, des figures qui opèrent au-delà des règles communes, mues par une ambition qui transcende le simple profit. Cette narration, bien sûr, est en elle-même une construction idéologique qui sert à légitimer les inégalités et à concentrer le pouvoir, mais elle se nourrit d'un archétype puissant qui trouve des parallèles dans la philosophie de Nietzsche. Le langage même de l'entrepreneuriat moderne: disruption, innovation radicale, changer le monde, penser hors des sentiers battus, porte un étau de rupture, de dépassement des limites, de création ex nihilo qui résonne avec l'emphase nietzschéenne sur la création de valeur et le dépassement du nihilisme par l'action affirmative. Penser les racines historiques de cette connexion implique donc de reconnaître comment la crise des valeurs diagnostiquée par Nietzsche et l'essor du capitalisme industriel et, plus tard, technologique, s'entrelacent, créant un espace où la volonté de puissance individuelle trouve de nouvelles formes d'expression et de légitimation, souvent sous le masque de la rationalité économique ou du progrès technologique. L'un des mécanismes les plus insidieux par lesquels cette éthique nietzschéenne marchande se perpétue est sa capacité à se déguiser en naturel ou inévitable. La compétition féroce, la quête incessante de croissance, l'inégalité résultante et même l'obsolescence programmée et la destruction d'industries établies sont souvent présentées non comme les produits de choix humains, de valeurs spécifiques ou de structures de pouvoir, mais comme des lois d'airain de l'économie, analogues aux lois de la physique ou de la biologie. Le marché devient une entité quasi divine, une force impersonnelle dont nous devons accepter les desseins, sous peine d'être balayés par sa fureur. Des expressions comme les forces du marché, la logique du capital ou la sélection naturelle des entreprises renforcent cette perception d'un ordre spontané et inéluctable, où l'intervention humaine, surtout la collective ou étatique, est vue comme artificielle et nuisible. Cette naturalisation remplit une fonction idéologique cruciale, elle dépolitise l'économie, obscurcit les relations de pouvoir qui la constituent et immunise ses conséquences sociales les plus dures à la critique morale ou politique. Si la faillite d'une entreprise traditionnelle et le licenciement de milliers de travailleurs ne sont que le résultat naturel de la compétition et de l'innovation, qui peut être tenu pour responsable? Si la concentration de richesses entre les mains de quelques-uns est le prix inévitable du progrès et de l'efficacité, quelle alternative reste-t-il sinon de l'accepter? Ici, la connexion avec Nietzsche devient particulièrement intéressante, bien qu'ambiguë. D'un côté, Nietzsche fut un critique implacable des tentatives d'imposer une moralité universelle et contre nature, comme il voyait la moralité chrétienne, aux impulsions vitales. Il défendait une fidélité à la terre, une reconnaissance des hiérarchies et des différences de pouvoir qu'il considérait comme inhérentes à la vie. En ce sens, une lecture superficielle pourrait voir dans l'acceptation des lois du marché un écho de cette fidélité au naturel. Cependant, ce serait une lecture réductrice. Nietzsche était avant tout un généalogiste, un maître dans l'art de démasquer les origines humaines, trop humaines, de ce qui se présente comme divin, éternel ou naturel. Son analyse de la moralité visait précisément à montrer comment des valeurs qui se veulent absolues sont en réalité des constructions historiques qui servent des intérêts spécifiques. Dans le cas de la moralité du troupeau, l'intérêt des faibles à contenir les forts. En appliquant cette même lentille généalogique au marché, nous pourrions nous demander quels intérêts sont servis par la naturalisation de ces dynamiques qui bénéficient de la présentation de la compétition effrénée ou de l'inégalité extrême comme des faits de la nature, au lieu de résultats de règles, d'institutions et de relations de pouvoir spécifiques. La volonté de puissance, pour Nietzsche, n'était pas une force aveuglée et naturelle au sens d'être prémorale ou prépolitique, elle se manifestait toujours à travers des interprétations, des valorisations et des formes culturelles. Le pouvoir n'existe pas à l'état pur, il est toujours médiatisé par des discours, des institutions et des pratiques qui lui donnent forme et direction. Par conséquent, la naturalisation du marché est, paradoxalement, une façon d'occulter la volonté de puissance qui l'anime, la volonté de ceux qui définissent les règles du jeu, qui façonnent les narrations et qui bénéficient de l'ordre établi, en le présentant comme s'il n'y avait pas d'alternative. Le discours de l'inévitabilité économique fonctionne ainsi comme une version sécularisée de l'ancienne théodicée, il justifie la souffrance et l'inégalité comme nécessaires à un bien supérieur, l'efficacité, le progrès, l'innovation,
absout les agents humains de toute responsabilité. Démonter ce déguisement exige un effort nietzschéen de généalogie, enquêter sur la façon dont les lois du marché ont émergé, qui les a formulées, quelles valeurs elles incorporent et quelles alternatives ont été supprimées ou réduites au silence en cours de route. Cela exige de reconnaître que l'économie est un champ de bataille de volonté, d'interprétation et de projet de monde, et non un mécanisme neutre régi par des forces impersonnelles. La dynamique occulte ici est la transformation d'une éthique spécifique, celle de l'entrepreneuriat radical, de la compétition, de la maximisation, en une ontologie, la nature immuable des choses, un processus qui sert à consolider le pouvoir et à inhiber l'imagination de futurs différents. Un cas illustratif générique serait la façon dont la mondialisation a été présentée, pendant des décennies, comme un processus imparable et bénéfique pour tous, ignorant les coûts sociaux, les inégalités croissantes et les relations de pouvoir asymétriques qui la soutenaient. Quiconque osait remettre en question ces dogmes était taxé de protectionniste, de rétrograde, d'ignorant des lois de l'économie mondiale ou une façon efficace de faire taire la dissidence et de naturaliser un agenda politique et économique spécifique. L'impact de cette confluence entre un étau nietzschéen déformé et la logique du marché sur l'autonomie individuelle et collective est profondément ambivalent, opérant comme un couteau à double tranchant. D'un côté, l'emphase sur la volonté individuelle, le dépassement des limites, la prise de risque et la création de valeur peut être vue comme une force libératrice, surtout en contraste avec des systèmes sociaux rigides, des hiérarchies traditionnelles ou des bureaucraties étatiques suffocantes. L'entrepreneur, dans ce cadre, apparaît comme la figure qui incarne la possibilité d'autodétermination, de construire son propre destin par l'intelligence, l'audace et le travail acharné. Le marché, avec sa promesse de mobilité sociale et de reconnaissance basée sur le mérite, bien que cette promesse soit souvent illusoire, offre une scène pour l'exercice de cette volonté individuelle. La capacité d'identifier un besoin non satisfait, de concevoir une solution innovante, de mobiliser des ressources et de transformer une idée en réalité concrète peut être une expérience profondément empowerante, un témoignage de la capacité humaine à modeler le monde. Cette narration résonne avec l'exaltation nietzschéenne de l'individu souverain, celui qui s'est libéré des chaînes de la moralité grégaire et est devenu maître de lui-même, capable de promettre et de tenir, de légiférer pour soi et, potentiellement, pour les autres. Elle est l'esprit libre nietzschéen, qui questionne toutes les valeurs établies et cherche à créer de nouveaux horizons de sens, trouve un parallèle dans l'esprit innovateur qui défie les conventions du marché et ouvre de nouvelles voies. En ce sens, le libre marché, du moins dans son idéalisation, pourrait être vu comme un champ d'épreuve pour la volonté de puissance individuelle, un espace où l'excellence, la créativité et la résilience sont, ou devraient être, récompensées. Cependant, ce n'est que la moitié de l'histoire, et peut-être la plus séduisante et trompeuse. L'autre côté de la médaille révèle comment cette même logique peut miner l'autonomie de manière beaucoup plus subtile et généralisée. La pression incessante pour la compétition, l'efficacité et l'adaptation transforment la vie en une course sans fin, où le repos est un luxe et la vulnérabilité est punie. L'individu est constamment incité à se voir comme un entrepreneur de soi-même, un capital humain à optimiser, à gérer et à valoriser sur le marché. L'autonomie se réduit alors à la capacité de s'adapter aux exigences du système, de devenir plus flexible, plus résilient, plus employable, une forme d'autodiscipline qui internalise les normes du marché et les transforme en impératifs existentiels. La volonté de puissance, qui chez Nietzsche était une force créative et potentiellement subversive, est domestiquée et canalisée vers la performance économique. La liberté se confond avec la liberté de consommer et de concurrencer, tandis que d'autres formes de liberté, la liberté de ne pas concurrencer, de rechercher d'autres valeurs que le succès économique, de construire des liens de solidarité en dehors de la logique du marché, sont marginalisés ou vus comme des signes d'échec. De plus, la dynamique du marché, laissée à elle-même, tend à la concentration du pouvoir. Les gagnants de la compétition accumulent des ressources et de l'influence, modelant les règles du jeu en leur faveur et limitant les opportunités pour les nouveaux venus ou pour ceux qui opèrent avec des valeurs différentes. La destruction créatrice qui célèbre l'innovation détruit également des moyens de subsistance, des communautés et des formes de savoir traditionnels, souvent sans offrir d'alternatives viables à ceux qui sont déplacés. L'autonomie du consommateur, célébrée comme l'expression maximale de la liberté individuelle, masque le manque d'autonomie du travailleur ou du citoyen face aux grandes corporations et aux forces impersonnelles du capital financier. Collectivement, cette logique entrave l'organisation et l'action en faveur de biens communs ou de projets qui transcendent l'intérêt individuel ou la rentabilité à court terme. L'idée même de collectif est souvent vue avec suspicion, associée aux troupeaux nietzschéens ou aux inefficacités de l'action étatique. La solidarité est remplacée par la compétition, et la sphère publique est progressivement colonisée par la logique privée. L'autonomie collective, la capacité d'une communauté ou d'une société à définir démocratiquement ses propres objectifs et valeurs, est sacrifiée sur l'autel de l'efficacité économique et de la liberté individuelle atomisée. Le paradoxe réside dans le fait qu'un système qui exalte la volonté individuelle peut simultanément créer des conditions qui rendent la véritable autonomie, la capacité de vivre selon des valeurs authentiques et de participer à la construction d'un destin commun, de plus en plus difficile pour la majorité. La dynamique occulte ici est la transformation de l'autonomie comme autolégislation,
créer ses propres valeurs, en autonomie comme autogestion, se gérer selon les règles du marché. Démanteler les effets de cette symbiose complexe et souvent toxique entre un certain étau nietzschéen et la pratique du libre marché exige des stratégies multifacettes, qui opèrent tant au niveau individuel que collectif, et qui évitent de tomber dans le piège de simplement inverser les termes de l'équation, rejetant Nietzsche au nom du collectivisme ou embrassant un collectivisme qui étouffe l'individualité. Il s'agit plutôt d'un exercice de réinterprétation et de reconfiguration, cherchant à récupérer le potentiel critique et libérateur de la pensée de Nietzsche, tout en établissant des limites et des contrepoids à la logique mercantiliste. Une première stratégie fondamentale est la généalogie critique, dans l'esprit de Nietzsche lui-même. Cela implique de dénaturaliser le marché, en exposant ses origines historiques, les relations de pouvoir qui le soutiennent et les valeurs spécifiques qu'il promeut, et celles qu'il supprime. Il faut questionner incessamment la rhétorique de l'inévitabilité et de l'efficacité, en montrant comment elle sert des intérêts particuliers et obscurcit des alternatives possibles. Cela implique non seulement une analyse intellectuelle, mais aussi la récupération d'histoires et de pratiques économiques alternatives, coopérativisme, économie solidaire, modèle basé sur les biens communs qui démontrent que d'autres façons d'organiser la production et l'échange sont viables. Il s'agit de politiser l'économie, en la ramenant sur le terrain du débat démocratique et du choix collectif, au lieu de la reléguer à des experts ou aux forces impersonnelles du marché. Une deuxième stratégie réside dans la redéfinition de la volonté de puissance. Au lieu de permettre qu'elle soit séquestrée par la logique de l'accumulation infinie et de la compétition destructrice, il faut en récupérer la dimension créative, affirmative et, surtout, de dépassement de soi. La véritable force, dans la perspective nietzschéenne la plus profonde, ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans le dépassement de ses propres limitations, peurs et ressentiments. Cela implique de cultiver une éthique de l'excellence et de la création qui ne soit pas nécessairement liée au succès financier ou à la reconnaissance du marché. On peut exercer la volonté de puissance dans l'art, la science, le soin des autres, la construction de communautés résilientes, la recherche de connaissances, la lutte pour la justice sociale. Il s'agit de diversifier les domaines où la puissance individuelle peut s'exprimer et trouver une reconnaissance, au-delà de la sphère strictement économique. Cela nous mène à une troisième stratégie, la valorisation de la pluralité des valeurs. Nietzsche, malgré sa critique de la moralité du troupeau, ne proposait pas une nouvelle table unique de valeurs, mais plutôt la libération de la capacité humaine à créer des valeurs. Une société qui cherche à contrebalancer l'hégémonie du marché doit cultiver et protéger des espaces où d'autres valeurs, solidarité, coopération, durabilité environnementale, beauté, connaissance désintéressée, soins peuvent s'épanouir et être reconnues comme légitimes et importantes, même si elles ne sont pas rentables selon les termes du marché. Cela exige des institutions fortes culturelles, éducatives, communautaires, et aussi étatiques qui fonctionnent comme des contrepoids à la logique marchande et qui garantissent que tout n'est pas à vendre. La quatrième stratégie implique le renforcement de l'autonomie collective. Si la logique du marché atomise les individus et affaiblit les liens sociaux, la réponse ne peut pas être seulement individuelle. Il faut reconstruire la capacité d'agir collectivement, de délibérer sur le bien commun et de mettre en œuvre des projets qui bénéficient à la communauté dans son ensemble. Cela passe par le renforcement de la démocratie participative, le soutien aux mouvements sociaux, aux syndicats et à d'autres formes d'organisation de la société civile, et la garantie que le pouvoir économique ne se traduise pas automatiquement en pouvoir politique. Il s'agit de réaffirmer la primauté du politique sur l'économique, la capacité de la société à définir des limites et à orienter les forces du marché en fonction d'objectifs démocratiquement choisis. Un exemple concret de cette approche pourrait être le mouvement croissant autour de l'économie bas carbone ou de l'économie circulaire, qui cherche à redéfinir le concept même de progrès et de valeur, en intégrant la durabilité environnementale et la justice sociale comme critères centraux, défiant la logique extractive et à court terme dominant. Ces mouvements combinent innovation technologique, souvent impulsée par des entrepreneurs ayant une vision différente, pression politique et sociale, et une redéfinition des valeurs, montrant qu'il est possible de rechercher un développement qui ne soit pas prédateur. Démanteler les effets négatifs ne signifie pas abolir le marché ou rejeter l'impulsion individuelle à la création et au dépassement, mais plutôt les réinsérer dans un cadre éthique et institutionnel plus large, qui reconnaisse la pluralité des valeurs humaines et qui subordonne la logique économique à des objectifs sociaux et existentiels plus profonds. C'est un travail continu de vigilance critique, d'expérimentation sociale et de courage politique. En approfondissant l'analyse du premier mécanisme occulte, la volonté de puissance comme moteur de l'innovation et de la disruption, nous percevons une complexité qui défie les simplifications. Nietzsche concevait la Willsmacht non comme une simple soif de pouvoir sur les autres, mais comme une force cosmique fondamentale, une impulsion inhérente à tout ce qui existe pour croître, s'étendre, surmonter les résistances et imposer sa propre forme et interprétation au monde. C'est une force plastique, qui se manifeste de manière infiniment variée, dans la force du lion, dans la ruse du renard, dans la création de l'artiste, dans l'ascèse du saint, dans l'interrogation du philosophe. Dans le contexte de l'entrepreneuriat, cette volonté de puissance trouverait une expression particulièrement puissante. L'entrepreneur schumpeterien, celui qui introduit de nouvelles combinaisons productives, nouveaux produits,
nouvelles méthodes, nouveaux marchés, nouvelles sources de matières premières, nouvelles formes d'organisation, est essentiellement un disrupteur. Il ne se contente pas d'opérer dans les règles existantes, il les réécrit. Son action n'est pas simplement réactive aux conditions du marché, elle est proactive, créative, impositive. Il voit des possibilités là où d'autres ne voient que le statu quo. Il est disposé à défier les intérêts établis, à risquer l'échec et à affronter l'incompréhension ou l'hostilité initiale. Pensons à l'impact d'innovations comme l'automobile de Ford, l'ordinateur personnel d'Apple ou la recherche en ligne de Google. Ce n'étaient pas de simples améliorations incrémentales, ce furent des sauts quantiques qui reconfigurèrent des industries entières, créèrent de nouvelles habitudes de consommation, de nouvelles formes de travail et de nouvelles structures sociales. Les individus derrière ces innovations Ford, Jobs, Page et Brin ont démontré une ténacité, une vision et une capacité à mobiliser des ressources qui transcendent la simple gestion d'entreprise. Ils ont imposé leur volonté sur la réalité, la modelant à leur image. Il y a ici un écho indéniable de la description nietzschéenne de l'homme noble ou du créateur de valeurs, celui qui ne reçoit pas les valeurs, mais les crée, qui légifère, qui dit ainsi sera-t-il. La dynamique occulte, cependant, réside dans l'ambiguïté de cette force. La même volonté de puissance qui impulse l'innovation bénéfique peut aussi mener à la concentration monopolistique, à l'exploitation prédatrice des ressources, à la manipulation des consommateurs et à la destruction des concurrents par des moyens contraires à l'éthique. La limite entre la destruction créatrice chimpététerienne et la simple destruction peut être ténue. La volonté de puissance, déliée d'un cadre éthique plus large que sa propre auto-affirmation, peut devenir purement instrumentale, aveugle à ses conséquences humaines et environnementales. La Silicon Valley, par exemple, célèbre la disruption comme une valeur en soi, ignorant souvent les coûts sociaux de l'automatisation, la précarisation du travail dans les gig économies ou les dilemmes éthiques soulevés par l'intelligence artificielle et la surveillance des données. La volonté de puissance de l'innovateur, lorsqu'elle devient la seule mesure de valeur, peut mener à un nihilisme pratique, où les fins, croissance, domination du marché, profit, justifient tous les moyens. Le contexte historique ici est crucial, le capitalisme tardif, avec sa financiarisation et son accélération technologique, semble avoir créé un environnement où cette volonté de puissance disruptive est simultanément exaltée et canalisée vers des objectifs de plus en plus abstraits, parfois socialement discutables. L'innovation pour l'innovation, la disruption comme fétiche. Un cas illustratif générique serait l'essor des plateformes numériques. Elles représentent une innovation organisationnelle et technologique indéniable, connectant des millions de personnes et créant de nouveaux marchés. Cependant, leur modèle commercial repose souvent sur l'extraction de données, la création de dépendances, l'évasion des réglementations du travail et fiscal, et la formation de monopoles ou d'oligopoles qui étouffent la concurrence et concentrent un pouvoir immense entre les mains de quelques entreprises. La volonté de puissance des fondateurs et PDG de ces plateformes se manifeste autant dans le génie de la conception initiale que dans l'agressivité avec laquelle ils cherchent à étendre leur domination, souvent au détriment de la vie privée des utilisateurs, de la stabilité démocratique ou de la justice sociale. Comprendre ce mécanisme exige donc de reconnaître la dualité de la volonté de puissance dans le contexte du marché. Elle est, certes, une source vitale de dynamisme, de créativité et de progrès matériel, mais elle peut aussi être une force aveugle et potentiellement destructrice si elle n'est pas tempérée par d'autres considérations éthiques, sociales et politiques. La question n'est pas de supprimer cette volonté, mais de se demander, volonté de puissance pour quoi faire, au service de quelles valeurs, et qui définit ces valeurs. Le deuxième mécanisme occulte à déconstruire est la réévaluation de toutes les valeurs, opérant silencieusement au sein de la création de marchés et de l'innovation entrepreneuriale. Nietzsche proclama la nécessité d'une transvaluation radicale en réponse à la décadence des valeurs traditionnelles et au nihilisme imminent. Il voyait la moralité judéo-chrétienne comme une inversion des valeurs nobles, force, santé, créativité, auto-affirmation, en faveur des valeurs esclaves, compassion, humilité, égalité, ressentiment. Sa proposition n'était pas un simple retour à une moralité aristocratique primitive, mais un appel à ce que l'humanité, ou du moins ses exemplaires les plus élevés, ait le courage de créer de nouvelles valeurs, adaptées à une existence sans garantie transcendantale, des valeurs qui affirment la vie dans sa plénitude terrestre. Comment cela se connecte-t-il au marché? De manière surprenante, l'entrepreneuriat radical fonctionne souvent comme un agent involontaire de cette réévaluation. En introduisant un nouveau produit, service ou modèle commercial, l'innovateur ne se contente pas de satisfaire une demande existante, fréquemment, il crée de nouvelles demandes, façonne de nouveaux désirés, ce faisant, altère les hiérarchies de valeurs préexistantes. Pensons à l'impact du smartphone. Il n'a pas seulement remplacé le téléphone portable, l'appareil photo, le lecteur MP3 et le GPS, il a redéfini notre relation avec l'information, avec le temps, avec l'espace, avec les relations sociales et même avec notre propre identité. La connectivité constante, la gratification instantanée, la visibilité sociale sont devenues des valeurs centrales, tandis que la vie privée, la déconnexion, la patience et l'introspection ont été, dans une certaine mesure, dévalorisées ou reléguées au second plan. L'entrepreneur, en lançant l'iPhone, ne pensait pas à Nietzsche,
mais son action a eu l'effet d'une massive, et largement inconsciente, réévaluation des valeurs à l'échelle mondiale. La dynamique occulte ici est que cette réévaluation promue par le marché se présente rarement comme telle. Elle se masque sous le langage neutre de l'innovation, du progrès, de la commodité ou du choix du consommateur. Remettre en question les nouvelles valeurs qui émergent est souvent vu comme du ludisme, de la nostalgie ou une résistance irrationnelle au changement. Le marché opère comme un grand transvalorisateur silencieux, dont les critères sont, en dernière instance, la rentabilité, la scalabilité et la capacité de capturer l'attention et le désir du consommateur. Les valeurs qui ne s'inscrivent pas dans cette logique comme la durabilité par opposition à l'obsolescence programmée, la connaissance approfondie par opposition à l'information superficielle, la communauté locale par opposition au réseau mondial abstrait tendent à être marginalisées. Le contexte historique pertinent est l'essor de la société de consommation et de la culture du spectacle, où l'identité est de plus en plus construite à travers des actes d'achat et où l'image et la performance se superposent à la substance. Dans cet environnement, le marché devient le principal arbitre de ce qui est désirable, précieux et même réel. La volonté de puissance du consommateur, choisir, acheter, exhiber et célébrer, tandis que la volonté de puissance du créateur de valeurs non marchandes est souvent ignorée ou délégitimée. Un cas illustratif générique peut être l'industrie de la mode rapide, fast fashion. Elle a démocratisé l'accès aux tendances et permis à davantage de personnes d'exprimer leur individualité, ou leur conformité, à travers l'habillement. Cependant, ce faisant, elle a promu une culture du jetable, dévalorisé le travail artisanal et la durabilité, et externalisé d'immenses coûts environnementaux et sociaux. La nouveauté est constante et le bas prix sont devenus les valeurs suprêmes, éclipsant les considérations sur la qualité, l'éthique de la production ou l'impact écologique. Le consommateur est entraîné à désirer l'éphémère et à rejeter le durable, dans une inversion complète des valeurs traditionnelles associées à l'habillement. Défier cette réévaluation silencieuse exige une conscience critique des valeurs que le marché promeut et de celles qu'il détruit. Cela demande de se poser non seulement la question qu'est-ce que nous gagnons avec une innovation, mais aussi qu'est-ce que nous perdons. Cela requiert le courage d'affirmer d'autres valeurs, même si elles ne sont pas immédiatement monétisables, et de créer des espaces culturels et sociaux où ces valeurs alternatives peuvent être cultivées et transmises. C'est, en essence, un acte nietzschéen de résistance contre la tyrannie de la valeur unique, dans ce cas, la valeur marchande, et une affirmation de la capacité humaine à choisir quelles valeurs doivent guider la vie individuelle et collective. L'archétype de l'entrepreneur comme une sorte d'Ubermensch sécularisé constitue le troisième mécanisme occulte, un récit puissant qui façonne les perceptions et légitime les structures de pouvoir. Nietzsche décrivait l'Ubermensch, surhomme ou transhumain, non comme un tyran ou un super-héros, mais comme celui qui a surmonté l'humain, le trop humain, ses limitations, sa moralité grégaire, son nihilisme. C'est le créateur de nouvelles valeurs, le législateur de l'avenir, celui qui assume la responsabilité du sens de l'existence après la mort de Dieu. Il est caractérisé par le dépassement constant de soi, par l'affirmation joyeuse de l'éternel retour, la disposition à revivre la même vie infiniment, et par une volonté de puissance créative et affirmative. Bien qu'il soit dangereux et généralement incorrect d'appliquer directement des concepts philosophiques complexes à des phénomènes sociaux, il est indéniable que le récit construit autour de certains entrepreneurs emblématiques, en particulier les fondateurs d'entreprises technologiques disruptives, emprunte fortement à cette image archétypale. Des figures comme Steve Jobs, Elon Musk ou Jeff Bezos sont souvent dépeintes non seulement comme des hommes d'affaires prospères, mais comme des visionnaires qui transcendent les limitations communes, qui opèrent selon leurs propres règles, qui possèdent une capacité presque surhumaine à prévoir l'avenir et à imposer leur volonté au monde. Les médias, les biographies hagiographiques et même l'auto-présentation de ces individus renforcent cette image, le génie incompris, le rebelle qui défie l'establishment, le leader charismatique qui inspire une dévotion quasi-religieuse chez ses disciples, employés et consommateurs, l'individu qui pense différemment, et qui cherche à changer le monde ou même à sauver l'humanité à travers ses entreprises. Cette mythification remplit des fonctions idéologiques importantes. Elle personnalise des processus économiques complexes, attribuant le succès, et, implicitement, la légitimité de la richesse et du pouvoir accumulé, à des qualités exceptionnelles d'un seul individu, obscurcissant le rôle des facteurs structurels, de la chance, du travail de milliers d'employés, de l'infrastructure publique et, parfois, de pratiques commerciales douteuses. Elle crée un modèle aspirationnel qui encourage les autres à suivre le même chemin, renforçant l'éthique de l'individualisme radical et de la compétition. Plus subtilement, elle offre une sorte de substitut séculier aux besoins humains de sens et de transcendance. Dans un monde désenchanté, l'entrepreneur Ubermensch apparaît comme la figure qui semble encore capable de réaliser de grandes choses, de laisser une marque indélébile dans l'histoire, de pointer vers un avenir grandiose, qu'il s'agisse de la colonisation de Mars, de l'intelligence artificielle générale ou de la vie éternelle grâce à la technologie. La dynamique occulte réside dans la profonde ambiguïté de cette figure. D'un côté, elle peut inspirer genuinement la recherche de l'excellence, de l'innovation et du dépassement des défis. De l'autre, elle peut fomenter un culte de la personnalité dangereux, justifier l'arrogance et le manque d'empathie, la fin justifie les moyens, et créer une culture d'entreprise toxique,
basée sur la pression extrême et l'obéissance aveugle au leader. De plus, l'idée même d'un sauveur individuel qui résoudra les problèmes du monde grâce à la technologie et au marché peut détourner l'attention de la nécessité de solutions collectives, démocratiques et politiques à des défis complexes comme l'inégalité, le changement climatique ou la crise de la démocratie. Le contexte historique ici est celui de la proéminence croissante de l'industrie technologique et de la culture des startups, combiné à un certain vide de leadership et de vision dans d'autres sphères, politiques, intellectuelles, religieuses. L'entrepreneur technologique comble ce vide, offrant des récits de progrès et de rédemption qui sont à la fois séduisants et problématiques. Un cas illustratif générique est la façon dont Elon Musk est perçu et se présente. Il cultive activement l'image du génie excentrique, du visionnaire qui relève des défis impossibles, voitures électriques, fusées réutilisables, interface cerveau-machine, colonisation de Mars, se positionnant comme une figure messianique qui lutte contre les forces de l'inertie et de la bureaucratie pour sauver l'avenir de l'humanité. Ce récit, amplifié par les réseaux sociaux et par une légion d'admirateurs, lui confère un pouvoir symbolique immense, qui souvent l'immunise contre les critiques concernant ses pratiques de gestion, ses déclarations controversées ou l'impact réel de ses entreprises. Il devient un symbole de la volonté de puissance individuelle triomphante, un Übermensch pour l'ère numérique. Déconstruire cet archétype ne signifie pas nier l'importance de la vision et du leadership individuel, mais plutôt questionner sa mythification et ses effets. Cela signifie analyser critiquement les récits qui entourent ces figures, séparer l'individu du mythe, évaluer leurs actions et leurs impacts sur la base de critères éthiques et sociaux plus larges, et résister à la tentation de projeter sur eux nos espoirs de salut. Cela signifie, en dernière analyse, réaffirmer que l'avenir ne sera pas façonné par des surhommes isolés, mais par l'action collective et la délibération démocratique d'êtres humains, trop humains. Le quatrième mécanisme, intrinsèquement lié au précédent, est l'exaltation du risque et de l'incertitude comme vertu nietzschéenne dans le champ de l'entrepreneuriat. Nietzsche méprisait la recherche de sécurité et de confort du dernier homme. Il célébrait ceux qui prenaient des risques, qui naviguaient en eaux inconnues, qui vivaient dangereusement, bâtissaient vos villes sur les pentes du Vésuve. Pour lui, la grandeur était associée à la capacité d'affronter le chaos, la douleur et l'incertitude sans succomber au nihilisme ou à la recherche de consolation dans des illusions métaphysiques ou morales. L'affirmation de la vie, amor fati, incluait l'acceptation de son caractère tragique et imprévisible. Cette éthique du risque trouve un écho puissant dans le discours contemporain sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneur est célébré comme celui qui ose là où les autres hésitent, qui parie sur l'incertain, qui échange la sécurité d'un emploi stable contre l'aventure de créer quelque chose de nouveau. La capacité de tolérer l'ambiguïté, de prendre des décisions avec des informations incomplètes, de persister face aux échecs et de pivoter, changer de direction, rapidement sont présentées comme des compétences essentielles et des vertus admirables. L'échec, dans ce récit, n'est pas stigmatisé, mais plutôt resignifié comme une étape nécessaire de l'apprentissage, un badge d'honneur sur le chemin du succès. Il y a, sans aucun doute, un élément de vérité et même d'inspiration dans cette vision. L'innovation authentique se produit rarement sans risque. Défier le statu quo exige du courage et la disposition à affronter l'inconnu. La capacité à gérer l'incertitude est, en effet, une compétence psychologique précieuse dans un monde en constante évolution. Cependant, la dynamique occulte réside dans la façon dont cette exaltation du risque est distribuée de manière inégale et comment elle sert à justifier la précarisation et l'instabilité pour beaucoup, tandis qu'elle concentre les récompenses entre les mains de quelques-uns. La célébration de l'entrepreneur de soi-même, qui doit constamment prendre des risques sur le marché du travail flexible, la gig économie, masque souvent l'absence de filet de sécurité sociale, de droit du travail et de protection contre les risques systémiques de l'économie. Le risque du fondateur d'une start-up technologique, qui possède souvent un capital social, culturel et financier significatif, et qui peut compter sur de multiples secondes chances, est qualitativement différent du risque du livreur d'application ou du freelancé qui lutte pour payer ses factures à la fin du mois. La même rhétorique du risque qui célèbre le premier sert à discipliner le second, internalisant la responsabilité de l'échec et absolvant le système de ses failles. Le contexte historique pertinent est la transition d'un modèle de capitalisme industriel basé sur des emplois stables et à long terme vers un capitalisme post-industriel, ou financier informationnel, caractérisé par la flexibilité, l'instabilité et l'individualisation des risques. Les institutions de l'État-providence, qui servaient autrefois à mutualiser certains risques, chômage, maladie, vieillesse, ont été affaiblies ou reconfigurées, transférant le fardeau de plus en plus vers les individus. Dans ce scénario, l'éthique nietzschéenne du risque est cooptée et transformée en un impératif d'adaptation individuelle à un environnement économique de plus en plus incertain. Un cas illustratif générique est la culture des startups, en particulier dans la Silicon Valley. Elle exalte la mentalité de croissance, la disposition à échouer vite, échouer souvent, fail fast, fail often, et la capacité à travailler de longues et épuisantes heures à la poursuite d'un objectif ambitieux. Cette culture peut être stimulante et productive pour certains, mais elle peut aussi mener au burn-out, à l'anxiété et à l'exploitation, en particulier pour les employés plus jeunes ou dans des positions plus vulnérables. Le risque est romancé,
tandis que les conditions structurelles qui le rendent supportable pour certains et dévastateur pour d'autres sont commodément ignorées. La volonté de puissance de vivre dangereusement se transforme en la nécessité de survivre dangereusement. Démanteler ce mécanisme exige une analyse critique de la distribution sociale du risque. Cela signifie se demander qui bénéficie de l'exaltation de l'incertitude et qui en paie le prix. Cela requiert la défense de mécanismes de protection sociale et de droits qui garantissent une base de sécurité pour tous, permettant que le risque associé à l'innovation et à la créativité soit assumé de manière plus équitable et moins coercitive. Il s'agit de distinguer entre le risque choisi, associé à la recherche d'autoréalisation et de création, qui peut avoir une valeur nietzschéenne positive, et le risque imposé, associé à la précarité et au manque d'alternatives, qui est une forme de domination. Il faut récupérer l'idée que la sécurité de base n'est pas l'opposé de la liberté ou de la grandeur, mais plutôt, souvent, sa condition de possibilité. Ce n'est qu'à partir d'un sol minimalement stable que l'on peut oser sauter plus haut. Le cinquième mécanisme à explorer est la façon dont la compétition de marché, souvent décrite en termes darwinistes de survie du plus apte, peut être interprétée comme une manifestation sociale de la lutte pour la volonté de puissance. Nietzsche voyait la vie comme une arène de force en tension constante, où différentes volontés s'affrontent, cherchent à dominer et à imposer leurs perspectives. La lutte, le conflit et le dépassement des résistances étaient, pour lui, des éléments constitutifs de l'existence, et non des accidents à éliminer. Il critiquait les morales qui recherchaient la paix à tout prix, y voyant un symptôme de faiblesse et de décadence. La compétition, en ce sens, pourrait être vue comme un moteur essentiel au développement de l'excellence, forçant les individus et les organisations à se dépasser, à innover et à améliorer leurs capacités pour prévaloir. Le marché, avec son emphase sur la concurrence entre les entreprises pour les clients, les ressources et les talents, semblerait être l'incarnation parfaite de cette dynamique. La pression concurrentielle force les entreprises à être plus efficaces, à offrir de meilleurs produits à des prix plus bas, à rechercher constamment de nouvelles solutions à un processus qui, en théorie, bénéficie aux consommateurs et impulse le progrès technologique et économique. L'entreprise qui ne s'adapte pas, qui n'innove pas, qui ne satisfait pas les demandes du marché, est sélectionnée négativement, libérant des ressources pour des usages plus productifs. Ce récit de la compétition comme force bénéfique et naturelle est central à l'idéologie du libre marché. Il fait écho à l'emphase nietzschéenne sur le dépassement et sur la hiérarchie basée sur la force, entendue de manière large, comme capacité, créativité, résilience. La dynamique occulte, cependant, réside dans la simplification excessive de cette analogie et dans les conséquences potentiellement destructrices d'une compétition sans entrave. Premièrement, la compétition de marché n'est pas une lutte pure entre des volontés ou des capacités. Elle se déroule dans un cadre de règles, d'institutions et de relations de pouvoir préexistantes, qui favorisent certains concurrents au détriment des autres. L'accès au capital, à l'information, au réseau de contacts, à la protection juridique et à l'influence politique fausse le terrain de jeu, rendant la compétition souvent inégale. La victoire ne revient pas toujours au meilleur en termes de qualité ou d'innovation, mais souvent au plus grand, au plus agressif ou au mieux connecté politiquement. Deuxièmement, la compétition axée exclusivement sur la maximisation du profit ou de la part de marché peut entraîner des résultats socialement indésirables, la dégradation environnementale, externalisation des coûts, l'exploitation du travail, réduction des coûts à tout prix, la production de biens et services superflus ou nuisibles, concentration sur le marketing et la création artificielle de la demande, et l'instabilité économique, cycle d'expansion et de récession. La volonté de puissance, canalisée uniquement par la logique compétitive du marché, peut devenir une force aveugle qui détruit des valeurs sociales et environnementales importantes au nom de l'efficacité ou de la victoire sur les rivaux. Troisièmement, la nature même de la compétition tend, paradoxalement, à générer son opposé, le monopole ou l'oligopole. Les vainqueurs de la compétition utilisent leur pouvoir accumulé pour éliminer ou absorber les concurrents, ériger des barrières à l'entrée et consolider leur domination, réduisant la compétition même qui leur a permis de s'élever. La fin de l'histoire de la compétition de marché est souvent la fin de la compétition. Le contexte historique pertinent est la tension constante dans le capitalisme entre les forces de la compétition et les tendances à la concentration et à la monopolisation, depuis les barons voleurs du 19e siècle jusqu'aux géants technologiques du 21e siècle. La réglementation antitrust et d'autres politiques interventionnistes sont apparues précisément comme des tentatives de préserver la compétition et d'atténuer ses effets les plus prédateurs, reconnaissant que le marché, laissé à lui-même, ne garantit pas nécessairement des résultats optimaux ou justes. Un cas illustratif générique est l'industrie pharmaceutique. La compétition pour développer de nouveaux médicaments peut conduire à des avancées thérapeutiques importantes. Cependant, la logique des brevets, les coûts élevés de recherche et développement, souvent subventionnés publiquement, et les stratégies agressives de marketing et de lobbying peuvent entraîner des prix exorbitants, une concentration sur les maladies rentables au détriment des autres, et la suppression d'alternatives moins chères ou relevant du domaine public. La compétition se transforme en une lutte pour le contrôle du marché et la maximisation des profits, où la santé publique peut passer au second plan. Défier ce mécanisme implique de reconnaître l'ambivalence de la compétition. Elle peut certes être un stimulant à l'excellence et à l'innovation,
mais elle doit être encadrée par des règles éthiques et légales qui garantissent l'équité, protègent les biens communs et évitent la concentration excessive de pouvoir. Cela signifie promouvoir des formes de coopération et de collaboration là où elles sont plus appropriées que la compétition, par exemple, dans la recherche fondamentale, la gestion des ressources naturelles, la fourniture de services publics. Cela implique, en termes nietzschéens, de canaliser la volonté de puissance compétitive vers des fins qui sont affirmatrices de la vie dans un sens plus large, et pas seulement vers la victoire à tout prix dans la logique étroite du marché. Il faut se demander, compétition pour quoi faire, et selon quelles règles? Enfin, le sixième mécanisme réside dans la résonance entre la destruction créatrice du marché et la vision nietzschéenne de la vie et de l'histoire comme des cycles de création et d'anéantissement. Joseph Schumpeter a forgé le terme de destruction créatrice pour décrire le processus incessant par lequel de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux modèles commerciaux détruisent les anciens, révolutionnant constamment la structure économique de l'intérieur. Pour Schumpeter, c'était l'essence du capitalisme et son principal moteur de dynamisme. Le vieux doit laisser place au nouveau, même si cela implique la faillite d'entreprises établies, l'obsolescence des compétences et la perte d'emploi. C'est un processus douloureux, mais nécessaire au progrès à long terme. Nietzsche, quant à lui, avait une vision profondément dynamique et cyclique de l'histoire et des valeurs. Il voyait l'ascension et la chute des cultures, des morales et des types humains comme faisant partie d'un processus cosmique plus vaste, impulsé par la volonté de puissance. La création de nouvelles valeurs exigeait souvent la destruction des anciennes idoles, il faut vouloir se brûler dans sa propre flamme. Comment voudrais-tu renaître sans avoir d'abord été réduit en cendres? Sa philosophie de l'éternel retour suggère une acceptation radicale de ce cycle, une affirmation du devenir dans sa totalité, compris la destruction et la souffrance. La connexion ici est presque intuitive, la destruction créatrice du marché semble être une manifestation économique de cette loi plus générale de la vie comme flux et transformation constant. L'entrepreneur innovateur, en introduisant le nouveau, agit comme l'agent de cette destruction nécessaire, balayant les structures obsolètes et ouvrant la voie à l'avenir. La résistance à ce changement, la tentative de préserver le statu quo à tout prix, serait vue, tant par Schumpeter que, possiblement, par Nietzsche, comme un signe de faiblesse, de manque de vitalité, d'attachement à des formes moribondes. La dynamique occulte, cependant, réside dans la façon dont ce récit de la destruction créatrice peut être utilisé pour justifier l'indifférence sociale et pour obscurcir les choix politiques impliqués dans la gestion de cette transition. Présenter la destruction d'industries et de communautés comme un processus naturel et inévitable, analogue à un phénomène géologique ou biologique, sert à déresponsabiliser les acteurs économiques et politiques de leurs conséquences. On ignore que la vitesse, l'échelle et la forme sous laquelle la destruction créatrice se produit sont, dans une large mesure, modelées par des décisions politiques commerciales, loi du travail, investissement dans l'éducation et la requalification, filet de sécurité sociale, politique régionale de développement, etc. La destruction peut être plus ou moins brutale, plus ou moins gérée, en fonction de ses choix. De plus, la célébration acritique de la destruction créatrice peut mener à un culte du nouveau pour le nouveau, à une obsolescence programmée et à un gaspillage de ressources au nom d'une innovation souvent superficielle ou incrémentielle. La volonté de puissance comme pure négation du passé, sans une vision claire de l'avenir que l'on veut construire, peut devenir nihiliste dans ses effets. Le contexte historique pertinent est l'accélération des changements technologiques et économiques au cours des dernières décennies, mondialisation, automatisation, numérisation, qui ont rendu la destruction créatrice un phénomène plus visible et disruptif que jamais, affectant non seulement les secteurs industriels, mais aussi les services, les professions et même les relations sociales. L'anxiété générée par cette instabilité constante est un terreau fertile pour des réactions politiques diverses, allant du populisme nostalgique à la recherche de nouvelles formes de protection et de contrôle démocratique sur l'économie. Un cas illustratif générique est le déclin des régions industrielles traditionnelles, comme la Rust Belt américaine ou les zones minières en Europe, en raison de la concurrence mondiale et de l'automatisation. Le récit de la destruction créatrice peut présenter ce déclin comme une étape nécessaire vers une économie plus efficace et moderne. Cependant, ce récit ignore souvent le coût humain immense au chômage de longue durée, désintégration sociale, perte d'identité communautaire, problèmes de santé publique et le manque de politiques adéquates pour soutenir la transition des travailleurs et des communautés touchées. La création qui suit la destruction se produit souvent ailleurs ou profite à d'autres groupes, laissant derrière elle une traînée de ressentiment et de désespoir. Défier ce mécanisme exige une approche plus nuancée de la destruction créatrice. Reconnaître son importance comme moteur de dynamisme ne doit pas empêcher de remettre en question son rythme, sa direction et ses coûts sociaux. Il faut développer des politiques qui amortissent le choc de la transition, qui investissent dans la requalification et la diversification économique des régions touchées, et qui garantissent que les bénéfices de l'innovation soient partagés plus largement. En termes nietzschéens, il s'agit d'affirmer le cycle de création et de destruction non pas avec une résignation passive ou une célébration aveugle, mais avec une responsabilité active pour l'avenir que l'on est en train de créer. La volonté de puissance ne doit pas être seulement destructive, mais aussi constructive et attentive,
consciente des conséquences de ses actes et engagée à construire quelque chose de valeur durable sur les ruines du passé. C'est la différence entre la destruction comme une fin en soi et la destruction comme un moment nécessaire dans le processus d'une création plus élevée et plus consciente. En synthèse, la relation entre la philosophie de Nietzsche et l'éthique de l'entrepreneuriat dans le libre marché est beaucoup plus complexe et chargée de tensions que ne le suggèrent les appropriations simplistes ou les rejets hâtifs. Il ne s'agit pas d'une identité directe, mais d'un champ de résonance et de dissonance, où des concepts comme la volonté de puissance, la réévaluation des valeurs, le dépassement des limites, le risque et la destruction créatrice trouvent des manifestations concrètes, bien que souvent déformées et instrumentalisées, dans la dynamique économique contemporaine. Dévoiler les secrets interdits de cette connexion implique de reconnaître comment un certain étau, qui valorise l'auto-affirmation individuelle, la disruption, la compétition et la création de nouvelles réalités, imprègne autant la pensée radicale de Nietzsche que la pratique du capitalisme le plus innovant et agressif. Cette investigation a révélé de multiples mécanismes occultes à travers lesquels cette affinité se manifeste et se perpétue, la volonté de puissance comme moteur ambigu de l'innovation, la réévaluation silencieuse des valeurs opérées par le marché, la mythification de l'entrepreneur comme Übermensch sécularisé, l'exaltation inégale du risque et de l'incertitude, la compétition comme arène de la lutte pour l'affirmation, et la destruction créatrice comme écho d'une vision cyclique de l'existence. Chacun de ces mécanismes opère déguisé, souvent sous la rhétorique de la naturalité, de l'inévitabilité ou de l'efficacité, obscurcissant les relations de pouvoir, les choix éthiques et les conséquences sociales impliquées. La naturalisation du marché, la réduction de l'autonomie à l'autogestion adaptative et la célébration acritique de la disruption sont des stratégies idéologiques qui servent à consolider un ordre spécifique, limitant notre capacité à imaginer et à construire des alternatives. Le défi, alors, n'est pas simplement de condamner Nietzsche pour ses prétendues affinités avec le capitalisme, ni de célébrer le capitalisme pour sa supposée incarnation de la volonté de puissance. Il s'agit plutôt d'une invitation à une pensée plus critique et nuancée. Nous pouvons utiliser les outils conceptuels de Nietzsche, sa généalogie, sa critique des morales grégaires, son emphase sur la création de valeur et le dépassement de soi ou pour démasquer les propres mystifications du marché et pour nous demander à quel maître la volonté de puissance sert à notre époque. Nous pouvons nous demander, quel type de surhomme le capitalisme contemporain est-il en train de produire? Un créateur de valeurs authentiques ou un optimiseur de soi au service du système? Quel type de réévaluation le marché promeut-il? Une qui nous libère pour créer de nouveaux sens ou une qui nous emprisonne dans des cycles de désir et de consommation insatiables? Quel type de risque sommes-nous encouragés à prendre? Celui qui étend notre liberté ou celui qui masque notre précarité? La conclusion transformatrice ne réside pas dans une formule simple, mais dans une posture de vigilance critique et d'engagement actif. Elle requiert le courage de dénaturaliser l'économique, de repolitiser le débat sur le marché et d'affirmer la pluralité des valeurs humaines au-delà de la métrique monétaire. Elle exige le développement de stratégies individuelles et collectives pour cultiver des formes de volonté de puissance qui soient véritablement créatives, affirmatives et responsables dans l'art, la science, la politique, la communauté, la vie quotidienne. Cela implique de renforcer l'autonomie non seulement comme capacité à concurrencer, mais comme capacité d'autolégislation, de choisir consciemment les valeurs que nous voulons voir modeler nos vies et notre société. Cela signifie, peut-être, récupérer l'esprit le plus radical de Nietzsche non pas pour justifier la jungle du marché, mais pour nous donner la force d'imaginer et de lutter pour un avenir où la puissance créatrice humaine ne soit pas subordonnée à la logique du capital, mais plutôt orientée vers l'affirmation d'une vie plus riche, plus libre et plus significative pour tous. Le chemin pratique implique l'éducation critique, l'expérimentation sociale avec des modèles économiques alternatifs, le renforcement de la sphère publique et de la délibération démocratique, et le courage individuel de résister à la conformité et de rechercher l'excellence dans de multiples domaines de l'existence. C'est un travail ardu, sans garantie, mais c'est peut-être le seul digne de ceux qui prennent au sérieux le défi lancé par Nietzsche, devenir ce que l'on est, au-delà du bien et du mal imposé par la morale du troupeau, qu'elle soit religieuse, politique ou économique.